Sophia McKenna. Dans la nuit du 27 mai 2018, Spencer Mugford, un jeune homme de 20 ans, a retrouvé son amie Sophia McKenna sur le parking de l'université du Connecticut Avery Point, où il était étudiant. À cette époque, Sophia était dans une relation toxique et abusive avec un certain Austin Cordova, une situation qui s'était aggravée dans les mois précédant cette nuit de mai. Selon la mère de Sophia, Austin voyait quelqu'un d'autre tout en étant encore en couple avec elle, ce qui avait poussé Sophia à fréquenter d'autres hommes également. Lorsqu'Austin l'a découvert, il s'est rendu à l'appartement de Sophia et a tenté de défoncer la porte, menaçant prétendument de lui ôter la vie. C'est après cet incident que Sophia a commencé à passer beaucoup de temps avec Spencer Mugford, qu'elle avait rencontré en travaillant dans un spa local. Ils sont sortis ensemble un certain temps avant de décider de rester simplement amis. Quelques semaines plus tard, Spencer a trouvé un nouvel emploi sur un bateau de pêche touristique, organisant des excursions de pêche d'une demi-journée. Cette nuit-là, en mai, Spencer et Sophia se sont retrouvés sur le parking, ont pris un voilier sans mât appartenant à l'université et ont mis le cap vers le New London Ledge Lighthouse, une attraction touristique populaire du Connecticut, connu comme l'un des bâtiments les plus effrayants de l'État. Peu après 1h du matin, Sophia a utilisé le téléphone de Spencer pour publier une vidéo sur son histoire Snapchat où l'on peut voir Spencer pagayer sur l'eau à bord du petit voilier sans mât. Yeah, we're out here in the ocean with us. That is the land. Like, we still have to get to there? Wait, where? Oh, we're almost there. Dans la vidéo, Sophia pointe le téléphone vers le rivage et insiste en plaisantant sur la distance qu'il leur reste à parcourir pour atteindre le phare. Les deux amis semblent de bonne humeur alors qu'ils se dirigent vers le New London Ledge Lighthouse. Quelques minutes plus tard, vers 2h du matin, après être enfin arrivé au phare, Spencer publie sur Snapchat une photo de Sophia devant un panneau « Accès interdit ». Ce fut la dernière fois que l'un d'eux a été vu vivant. Le lendemain, Austin a contacté Michelle, la mère de Sophia, affirmant qu'il était inquiet car il n'avait pas eu de nouvelles d'elle alors qu'ils avaient prévu d'aller faire du shopping. C'est alors que Michelle a remarqué qu'elle avait plusieurs appels manqués d'un numéro inconnu entre 2h05 et 2h09 la nuit précédente. En rappelant ce numéro, elle s'est rendue compte qu'il s'agissait du téléphone de Spencer. Redoutant le pire, Michelle a signalé la disparition de sa fille. Vers 18h ce jour-là, les gardes-côtes ont lancé une recherche officielle. Ils ont retrouvé la voiture de Sophia garée sur le parking de l'université, avec son téléphone toujours à l'intérieur, ce qui expliquait pourquoi elle avait utilisé celui de Spencer pour essayer d'appeler sa mère la veille au soir. Les autorités ont également découvert la chemise de Spencer attachée à une bitte d'amarrage sur le quai du New London Ledge Lighthouse, ce qui laissait penser qu'ils l'avaient utilisée pour attacher leur bateau. Cependant, le voilier n'était plus là. Pendant ce temps, Austin et son père ont décidé de mener leurs propres recherches. En survolant la mer, ils ont repéré le voilier retourné près de Truman's Beach, sur la côte nord de Long Island, à environ 21 km du phare. Le 28 mai, soit un jour après la disparition, les gardes-côtes ont suspendu leurs recherches en raison des conditions météorologiques difficiles, tout en indiquant qu'elles reprendraient si de nouvelles informations étaient découvertes. Puis, le 8 juin, 11 jours plus tard, le corps de Spencer a été retrouvé flottant dans l'océan par un pêcheur, dans une direction opposée à celle où se trouvait le voilier. Des traces d'alcool et de THC ont été détectées dans son organisme. Bien que la cause officielle de la mort ait été classée comme une noyade accidentelle sans signe de traumatisme, cela n'a pas empêché les spéculations. Pourquoi Spencer s'était-il noyé alors que le corps de Sophia n'avait toujours pas été retrouvé? Le 22 juillet 2018, un groupe Facebook intitulé Finding Sophia McKenna a été créé pour tenter de résoudre ce mystère. Beaucoup trouvaient étrange que la recherche ait été arrêtée si rapidement et que les relevés téléphoniques de Spencer n'aient jamais été rendus publics. Il paraissait également suspect que les empreintes digitales sur le voilier n'aient jamais été analysées et que Sophia n'ait pas appelé le 911, bien qu'elle ait clairement eu besoin d'aide. Ces zones d'ombre ont conduit certains à soupçonner Austin, l'accusant d'avoir tué Spencer avant d'emmener Sophia ailleurs pour l'assassiner également. Cependant,
en août 2024, aucune preuve ne soutenait cette théorie. Et même la mère de Sofia n'a jamais cru qu'Austin était responsable, malgré leur relation compliquée. D'après l'enquête, l'hypothèse la plus probable est que le voilier se soit détaché, flottant au loin pendant la nuit. Spencer aurait alors tenté de le récupérer mais se serait noyé. Ce qui s'est passé après reste un mystère. L'une des théories les plus populaires sur Internet suggère que, après la noyade de Spencer, Sofia serait restée seule au phare, appelant à l'aide. Selon cette hypothèse, un marin solitaire aurait pu l'entendre, lui proposer de l'aide avant de la kidnapper, soit pour la tuer, soit pour la vendre à des trafiquants. Toutefois, cette théorie semble peu probable, car il y avait peu de chances qu'un autre bateau se rende au phare si tard dans la nuit. Une autre rumeur diffusée sur TikTok et Facebook prétend que Spencer et Sofia auraient eu une dispute au phare qui aurait conduit à leur disparition. Cependant, cela semble encore moins crédible que la théorie du kidnappeur, car les deux amis semblaient proches et n'avaient aucun passif de violence. Si l'on se base sur la dernière vidéo Snapchat de Spencer, postée juste avant les appels manqués, il est évident qu'ils passaient un bon moment ensemble. Pour qu'un drame survienne, un événement imprévu et tragique aurait dû se produire. Aujourd'hui, la disparition de Sofia reste inexpliquée. La police et la famille de la jeune femme pensent désormais que Spencer s'est noyé en essayant de récupérer le voilier et que Sofia n'a pas osé appeler le 911, de peur d'être poursuivie pour violation de propriété. Reste à savoir si elle s'est noyée en essayant de sauver Spencer, si elle est tombée accidentellement à l'eau, ou si quelque chose d'encore plus sinistre lui est arrivé alors qu'elle était seule au phare. Nancy Ng. En octobre 2023, un groupe de 12 Américains s'est rendu au Guatemala pour une retraite de yoga Be the Change, au bord du magnifique lac Atitlan, le lac le plus profond d'Amérique centrale. Parmi ces 12 personnes se trouvait Nancy Ng, une Californienne de 29 ans, qui avait déjà participé à la même retraite l'année précédente avec le même instructeur. Elle l'avait tellement apprécié qu'elle avait décidé d'y retourner en 2023. Vers 10h30 le 19 octobre, 10 personnes du groupe sont parties faire du kayak sur le lac Atitlan. Avant de pagayer vers le centre du lac, une vidéo a été prise du groupe entier, où l'on peut voir Nancy faire signe à la caméra en pagayant à quelques mètres du rivage. Elle semblait heureuse en rejoignant le reste du groupe. Mais malheureusement, ces images sont les dernières où Nancy a été vue. Après la fin de la vidéo, tous les participants ont pagayé dans différentes directions, et Nancy s'est dirigée vers le centre du lac en kayak avec Christina Blizek, une autre femme originaire de Californie. Ce qui s'est passé ensuite dépend de la version des témoins, mais selon les propriétaires de l'entreprise de location de kayak, le groupe est revenu de l'excursion quelques minutes plus tard, et plusieurs membres semblaient nerveux et sur les nerfs. C'est à ce moment-là qu'ils ont remarqué qu'il manquait une personne dans le groupe. Nancy n'était pas revenue. Étrangement, personne dans le groupe ne semblait vouloir parler aux propriétaires. D'après leurs témoignages, les participants de la retraite ont quitté les lieux aussi vite que possible, sans même payer les kayaks, ni expliquer ce qui était arrivé à Nancy. Selon des témoins, Christina Blizek était visiblement bouleversée et a dû être calmée par le reste du groupe sur le chemin du retour. C'est là que les choses commencent à devenir étranges. Bien que le groupe ne soit pas censé rentrer aux États-Unis avant plusieurs jours, ils ont avancé leur départ et sont rentrés seulement 8 heures après l'excursion. Selon Eduardo Ramad, l'organisateur de la retraite Be the Change, le groupe a immédiatement signalé la disparition de Nancy à la police guatémaltèque. Cependant, d'après les forces de l'ordre, il leur a fallu près de 24 heures pour signaler que Nancy avait disparu. Plus étrange encore, lorsqu'Eduardo a prévenu la famille de Nancy de l'incident, il n'a pas précisé qu'elle avait disparu dans le lac. À la place, il s'est contenté d'insinuer vaguement qu'elle ne reviendrait pas, ce qui a d'abord amené la famille de Nancy à croire qu'elle avait décidé de s'installer définitivement au Guatemala. À ce moment-là, la police guatémaltèque avait déjà lancé des recherches pour retrouver Nancy, mais après 72 heures, celles-ci ont été suspendues, laissant sa famille financer la suite de l'enquête elle-même.
Pendant ce temps, la famille de Nancy a essayé de contacter Christina Blizek, car elle était la dernière personne à avoir vu Nancy avant sa disparition. Étrangement, Christina a refusé de parler à la famille et a mis un mois entier avant de donner sa déclaration par l'intermédiaire de son avocat, une fois de retour aux États-Unis. Selon Christina, elle et Nancy s'étaient croisées à l'endroit le plus profond du lac alors qu'elles s'apprêtaient à revenir vers la rive. Sans prévenir, Nancy aurait décidé de sauter du kayak pour nager. L'eau était agitée et le lac Atitlan fait plus de 300 mètres de profondeur, ce qui a poussé Christina à la mettre en garde contre ce choix. Mais d'après sa déclaration, Nancy ne l'a pas écoutée et a plongé dans l'eau au point le plus profond du lac, laissant son kayak dériver avec le courant. Réalisant que Nancy risquait d'être en danger, Christina a pagayé aussi vite que possible pour récupérer le kayak et le lui ramener. Mais lorsqu'elle est revenue à l'endroit où Nancy nageait, celle-ci avait disparu. Ne voulant pas risquer sa propre vie pour tenter de la sauver, Christina aurait pagayé jusqu'à la rive en criant à l'aide. Malheureusement, lorsqu'elle est arrivée, il était déjà trop tard. Étrangement, la police guatémaltèque a affirmé que Christina avait été très coopérative dans sa déclaration. Mais lorsque la famille de Nancy a contacté les autorités locales, ils n'ont trouvé aucune trace de cette déclaration dans leur dossier. À ce moment-là, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Nancy n'aurait jamais reçu de gilet de sauvetage avant de monter dans son kayak. Cependant, les propriétaires de l'entreprise de location ont officiellement démenti ces accusations, affirmant que c'était totalement faux. La seule raison pour laquelle Nancy n'en portait pas dans la vidéo était qu'elle avait décidé de ne pas en prendre. Comme Christina refusait de parler à la famille de la victime, celle-ci a décidé de prendre les choses en main et a fait quelque chose d'assez controversé. Elle a révélé publiquement l'identité de Christina et l'a accusée de dissimuler des informations. À partir de ce moment-là, Christina a commencé à recevoir des menaces de mort du monde entier. L'affaire a pris une ampleur considérable sur TikTok et Facebook, et de nombreux internautes ont divulgué son adresse et son numéro de téléphone, transformant sa vie en cauchemar. Alors que l'affaire gagnait en notoriété sur Internet, certaines des théories les plus folles ont commencé à émerger. Certains ont suggéré que Nancy avait été assassinée par son groupe lors d'un sacrifice rituel, tandis que d'autres ont évoqué un crime motivé par la haine en raison de ses origines asiatiques. Ce qui est particulièrement troublant dans cette affaire, c'est la différence entre les témoignages sur la réaction du groupe après la disparition de Nancy. S'ils avaient agi avec plus de transparence, il serait plus facile de croire que Christina disait la vérité. Mais comme ils ont eu un comportement suspect et sont restés silencieux pendant si longtemps, il est compréhensible que beaucoup de gens sur Internet les accusent de cacher quelque chose. À ce jour, de nombreux témoins n'ont toujours pas donné leur déclaration, et certaines rumeurs affirment même que le groupe aurait soudoyé la police guatémaltèque pour pouvoir quitter le pays plus tôt. Cependant, aucune preuve formelle ne vient appuyer cette théorie. Personnellement, je pense que Christina dit probablement la vérité et que le groupe n'a sans doute rien à voir avec la disparition de Nancy. Je ne cautionne pas leur comportement, mais d'une certaine manière, il est compréhensible qu'ils aient été nerveux après l'incident, étant donné qu'ils étaient dans un pays étranger, sans parler la langue et sans savoir comment la police réagirait à la version des faits de Christina. Malgré tout, leur comportement suspect laisse place à de nombreux doutes. Espérons que de nouvelles informations émergeront sur la disparition de Nancy, mais pour l'instant, cette affaire reste un mystère. Patricia Meehan. Le 20 avril 1989, une femme nommée Peggy Bueller roulait sur une route de campagne sombre près d'une petite ville du Montana appelée Circle. Soudain, elle aperçut une voiture roulant dans sa voie à contresens et fonçant droit sur elle à grande vitesse. Peggy fit une embardée et parvint heureusement à éviter une collision frontale. Malheureusement, Carol White, la conductrice de la voiture derrière Peggy, n'eut pas cette chance. Carol avait été témoin de l'évitement de justesse quelques secondes plus tôt et avait tenté de dévier à son tour. Mais la conductrice à contresens la percuta de plein fouet. Choquée par l'accident et un peu sonnée, Carol sortit de son véhicule pour essayer de retrouver la femme responsable de l'accident.
Quelques secondes plus tard, une femme blonde d'une trentaine d'années sortit en rampant de son véhicule accidenté et se tint sur le bord de la route. Selon Carol, elle ne prononça pas un mot et se contenta de la fixer avec une expression vide. Peu après, Peggy Bueller revint sur ses pas pour s'assurer que tout le monde allait bien après l'accident. C'est alors qu'elle vit la femme blonde escalader une clôture longeant l'autoroute. Dans son témoignage, Peggy déclara « En regardant la scène de l'accident, j'ai remarqué quelqu'un de l'autre côté de la clôture, debout comme un simple spectateur, pas comme si cela venait de lui arriver. » Lorsque la police arriva sur les lieux, la femme blonde avait disparu, mais ils parvinrent à l'identifier grâce à sa plaque d'immatriculation. Il s'agissait de Patricia Meehan, 38 ans, résidant à Bozeman, Montana, où elle travaillait comme éleveuse durant l'été. Pendant 5 jours, la police fouilla la zone avec des chiens et des hélicoptères, mais ne trouva aucune trace de Patricia, hormis une série d'empreintes situées à environ 1 kilomètre du lieu de l'accident, qui finissait par disparaître. D'après le rapport de police, Patricia se rendait chez ses parents à Pittsburgh avant l'accident. Fait intéressant, les enquêteurs découvrirent plus tard que Patricia avait parlé à ses parents la veille du crash et leur avait confié être très stressée et vouloir revenir vivre avec eux quelque temps. Comme Patricia était une femme plutôt stable et n'avait aucun problème avec l'alcool ou la drogue, ses parents furent surpris par sa demande, mais acceptèrent à condition qu'elle consulte un thérapeute avant d'emménager avec eux. Ainsi, avant de partir pour Pittsburgh, Patricia prit rendez-vous avec un spécialiste pour le lendemain et se prépara à faire le voyage. On ignore pourquoi elle est passée par Circle, qui n'est pas sur le trajet direct entre Bozeman et Pittsburgh, mais il est possible qu'elle se soit perdue. N'ayant que peu d'indices en dehors de l'identité de Patricia et des déclarations de sa famille, la police tenta d'expliquer où elle aurait pu disparaître. Après un certain temps, 2 principales théories émergèrent. Soit Patricia avait fait du stop après s'être enfoncée dans l'obscurité, soit elle s'était cachée dans un camion transportant du foin que les policiers avaient aperçu à un peu plus d'1 kilomètre du site de l'accident. C'est là que l'affaire prit une tournure étrange. Dans les jours suivants, de nombreuses personnes contactèrent la police pour signaler qu'elles avaient vu Patricia Meehan dans différents relais routiers et restaurants le long de l'I-70. Elles la décrivaient comme désorientée, confuse et demandant aux étrangers de l'emmener en voiture. À la fin du mois de juin de cette année-là, plus de 25 signalements avaient été rapportés aux parents de Patricia qui s'étaient rendus au Montana dans l'espoir de retrouver leur fille disparue. Étrangement, beaucoup de ceux qui affirmaient l'avoir vue confirmaient qu'il s'agissait bien d'elle après avoir vu ses photos et vidéos, mais aucun d'entre eux n'avait pensé à signaler sa présence aux autorités. C'était comme si, même dans son état confus, elle faisait tout pour rester un pas devant la police et ses parents. À l'automne de la même année, d'autres témoignages commencèrent à affluer. En septembre, Patricia aurait fait du stop avec une femme à Victor, Montana, qui lui proposa de passer la nuit chez elle et son mari. Le lendemain, le couple la déposa à un relais routier pour qu'elle puisse rejoindre des amis qu'elle disait visiter ailleurs dans l'État. Mais lorsque le couple réalisa qu'elle était une femme recherchée, Patricia avait déjà disparu. Pendant ce temps, les parents de Patricia découvrirent une pellicule non développée dans l'un de ses appareils photo. Parmi les clichés, ils trouvèrent un autoportrait troublant, pris peu avant l'accident et la disparition. Sur l'image, Patricia fixait un miroir d'un regard vide, un appareil photo entre les mains. À ce jour, c'est la dernière photo connue d'elle. À ce jour, au moins 100 personnes ont affirmé avoir vu Patricia Meehan depuis sa disparition, mais les autorités n'ont jamais réussi à la retrouver. Le caractère extrêmement étrange de cette affaire a laissé tout le monde perplexe, des policiers aux détectives amateurs en ligne, en passant par le grand public. Naturellement, cela a donné naissance à de nombreuses théories pour tenter d'expliquer sa disparition. L'une des plus populaires suggère que Patricia aurait souffert d'amnésie après l'accident, ce qui pourrait être plausible compte tenu de son état mental avant son départ pour Pittsburgh. Plusieurs psychologues ont avancé l'idée qu'un stress intense combiné à un traumatisme crânien aurait pu provoquer une amnésie totale, poussant Patricia à errer à travers l'État dans une quête désespérée pour retrouver ses souvenirs. Cette hypothèse expliquerait son comportement confus et désorienté,
mais pas comment elle a réussi à échapper aux autorités malgré plus de 100 signalements à travers le pays. Une autre théorie, plus sombre, est que Patricia aurait provoqué l'accident intentionnellement dans une tentative de mettre fin à ses jours. Cela pourrait expliquer pourquoi elle aurait fait un détour par Circle, au lieu de prendre un itinéraire plus direct vers Pittsburgh. Cependant, si elle avait vraiment l'intention de se suicider, pourquoi aurait-elle pris rendez-vous avec un thérapeute à Pittsburgh quelques heures avant l'accident? D'autres pensent que Patricia n'aurait jamais fait de stop et se serait simplement aventurée dans les bois avant de se noyer dans un plan d'eau voisin. Cela serait particulièrement étrange, étant donné que tant de témoins ont juré l'avoir vue et reconnue grâce aux photos montrées par ses parents. Pourtant, certains enquêteurs estiment que cette hypothèse reste plausible. Étant donné que l'affaire remonte à plusieurs décennies, il est peu probable que nous sachions un jour ce qui est réellement arrivé à Patricia Meehan. Cette disparition restera probablement l'une des plus étranges et des plus troublantes de l'histoire. Kaylin Luder. Vers 21h, le 26 septembre 2014, une femme nommée Kaylin Luder a passé un appel paniqué au 911, affirmant qu'une bagarre avait éclaté dans la salle commune de son immeuble. Lorsqu'on lui a demandé si des armes étaient impliquées, elle a déclaré avoir entendu des coups de feu. Lorsque la police est arrivée sur place, elle a trouvé une réception de mariage pleine d'invités joyeux et a eu du mal à croire à la version de Kaylin. D'après le rapport des forces de l'ordre, l'un des invités a admis avoir allumé un pétard plus tôt dans la soirée, ce que Kaylin aurait pu confondre avec un coup de feu. De manière étrange, quelques heures plus tard, Kaylin a de nouveau appelé le 911, mais elle a raccroché avant que l'opérateur ne réponde. Quelques minutes plus tard, la police l'a rappelée et a noté qu'elle semblait très confuse. Même si les agents avaient du mal à comprendre ce qu'elle disait, Kaylin leur a confié que son colocataire pensait qu'elle devenait délirante et paranoïaque. Un peu après 8 heures le lendemain matin, elle a encore une fois contacté les secours. Cet appel est aujourd'hui considéré comme l'un des plus troublants jamais enregistrés et rendus public. Je vais vous en faire écouter un extrait pour que vous puissiez juger par vous-même. Repeat the address for verification. They're stealing from my house. Okay, say your address one more time. I'm having a hard time hearing you. Get the out of my house. Okay, do you know who this person is? No, I don't. I just know that there's an intruder in my house. You don't know who they are. No, I don't. Were weapons involved or mentioned? They're not talking or responding. I'm just telling them to leave so I can hear them taking things. So you haven't seen them, you can just hear them? Yes, correct. Lors de l'appel, Kaylin dit à l'opératrice du 911 qu'un intrus se trouve dans son appartement, mais elle se contredit plusieurs fois et commence à dire des choses qui n'ont aucun sens. À un moment donné, sa colocataire, Carol, entre dans la pièce et semble très perplexe face aux accusations de Kaylin, selon lesquelles quelqu'un aurait pénétré par effraction chez elle. Quelques secondes plus tard, Kaylin explique que la nuit précédente, elle avait vu plusieurs personnes l'observer à travers sa fenêtre et semblait convaincue qu'elle prévoyait d'entrer par effraction. Okay, where exactly are you? I'm in the back bedroom. Karen, Where did lock the your suspect door. enter the building? There's only one door. Get out of my house. Is there anyone else in the building who belongs there? Yes, there's 6 apartments. Okay, is there anybody else in your apartment that should be there? I believe she is here. I have a roommate. Hey, Karen, lock the door. There's something going on there. Come here. Yeah. We might have left. Okay, what's going on now? They've left now? Yeah, so I'm just going to look and see if anything's been taken. Someone opened the door, and I heard them come in. Don't do that, Carol. The door's still locked. It's not impossible. They must have a key or something. Because when I took the dog out, I heard people talking. And there was people last night, like, sitting outside the window. And so they, like,
were scoping us out or something. Why is the door still locked? Well, I can't explain that, but I heard like two people talking. De façon étrange, Carol fait remarquer que la porte de l'appartement est toujours verrouillée, et l'a été toute la matinée, ce qui rendrait évidemment toute intrusion impossible. Pourtant, Kayeline semble toujours bouleversée et convaincue qu'un intrus s'est introduit chez elle, même s'il était relativement clair d'après l'appel qu'il n'y avait pas eu d'effraction. La police s'est tout de même rendue chez Kayeline pour s'assurer qu'elle allait bien. Une fois sur place, ils ont confirmé qu'il n'y avait aucun signe d'intrusion. Plus tard dans la journée, vers 18h, les caméras de sécurité du complexe ont filmé Kayeline à l'extérieur de son appartement, marchant pieds nus sous la pluie en direction d'un petit ruisseau près de l'entrée. Sur les images, on la voit porter son chien en revenant de ce ruisseau vers son appartement. On ne sait pas si elle parle à elle-même ou à son chien, mais son comportement semble clairement étrange. Quelques secondes plus tard, on la voit courir en direction de son appartement, comme si elle fuyait quelqu'un. Tragiquement, cette vidéo a été la dernière fois que Kayeline a été vue vivante. Plus tard dans la journée, elle a disparu après avoir laissé chez elle son téléphone, son chien, ses chaussures et son portefeuille. Au cours de l'enquête, sa famille a révélé qu'elle ne laissait jamais son chien, Phyllis, seul plus d'1 heure, l'emmenant même à des événements spéciaux comme des mariages et des remises de diplômes. Dès le début, la police a supposé que Kayeline souffrait de troubles mentaux. Bien qu'ils aient ratissé toute la zone, les premières recherches n'ont rien donné. Ce n'est que 2 mois et demi plus tard, le 1er décembre de la même année, que son corps a été découvert par des ouvriers municipaux de West Valley City, près d'un conduit d'évacuation. De manière troublante, l'un des ouvriers a remarqué que son corps dépassait de l'eau au milieu de la rivière, partiellement caché par des plantes. Mais en raison de la longue période de décomposition dans l'eau, il a fallu du temps aux enquêteurs pour déterminer son âge et son sexe. Et même après avoir confirmé son identité, il leur était impossible de déterminer la cause exacte de sa mort, ce qui a ajouté une couche supplémentaire de mystère à l'affaire. Dès que son corps a été retrouvé, la famille de Kayeline a affirmé qu'elle avait été victime d'un acte criminel, mais cela restait impossible à prouver à cause du niveau avancé de décomposition. Ce qui est étrange dans cette affaire, c'est que son corps a été retrouvé assez loin de l'endroit où les autorités supposaient qu'elle était accidentellement tombée dans le ruisseau. La rivière dans laquelle elle aurait chuté est peu profonde, et même avec les fortes pluies, il semble peu probable que son corps ait pu être transporté aussi loin sans être bloqué par une branche ou coincé dans la boue. Bien que les autorités aient conclu à une noyade accidentelle causée par ce qu'elles pensent être une crise psychotique, de nombreux éléments de l'affaire ne concordent tout simplement pas. Pour commencer, Kayeline n'avait pas d'antécédents de troubles mentaux. Certes, elle avait du mal à trouver un emploi et, selon son père, elle était un peu déprimée ces derniers mois. Mais presque tout son entourage la décrivait comme stable et relativement heureuse. Cependant, au début de l'année 2014, Kayeline avait décroché un poste dans une école, mais elle a été licenciée après quelques mois. Selon son père, cet événement l'avait rendue un peu déprimée. Dans les semaines précédant sa disparition, elle avait également été refusée à une autre offre d'emploi, ce qui n'avait probablement pas arrangé son moral. En fouillant davantage, j'ai découvert que certains événements de son passé auraient pu contribuer à une éventuelle détérioration de son état mental. 3 ans après avoir obtenu son diplôme universitaire en 2006, son frère jumeau a accidentellement tué leur oncle alors qu'ils étaient tous les deux sous l'influence de drogue. Il a été condamné à 5 ans de prison. Même si cet incident l'avait évidemment bouleversé, Kayeline était restée relativement stable et n'avait jamais montré de signes de troubles psychologiques. Du moins, pas au point de justifier des appels au 911 aussi inquiétants et délirants. D'après mes recherches, 2 principales théories tentent d'expliquer ce qui est arrivé à Kayeline.
La première théorie est qu'elle aurait subi une crise psychotique soudaine due au stress lié à sa situation professionnelle. Les enquêteurs qui défendent cette hypothèse pensent que Kaylin aurait marché pieds nus sous la pluie jusqu'à l'épuisement avant de tomber dans la rivière. C'est une possibilité, mais un détail interpelle. Personne ne l'a signalé en train d'errer dans les rues le jour de sa disparition. La seconde théorie suggère que, même si Kaylin semblait paranoïaque, elle n'avait peut-être pas tort de croire que quelqu'un la traquait. Si elle avait effectivement été suivie la veille de son premier appel au 911, il est possible que cette personne ait fini par l'atteindre avant que la police ne puisse intervenir. Cependant, d'après le témoignage de sa colocataire, il est tout aussi possible que Kaylin ait simplement imaginé tout cela à cause d'une détérioration de son état mental. Malheureusement, nous ne saurons probablement jamais la vérité. Cette affaire laisse derrière elle de nombreuses questions sans réponse. À qui Kaylin parlait-elle vraiment sur la vidéo de surveillance? Son chien? Elle-même? Ou quelqu'un d'autre? Pourquoi marchait-elle pieds nus sous la pluie? Et si elle était vraiment paranoïaque et délirante, qu'est-ce qui aurait pu déclencher cette crise soudaine? Avec plus de 10 ans écoulés depuis les faits, il est fort probable que le mystère entourant la disparition de Kaylin Luder le soir du 26 septembre 2014 ne soit jamais résolu.